La monoparentalité, on la voit souvent comme un défi purement logistique ou financier. Mais qu'est-ce qui se joue vraiment à l'intérieur, dans la tête du parent, dans celle de l'enfant, quand toute la structure de la famille bascule? C'est ça qu'on va creuser aujourd'hui, l'expérience intime, psychique d'une famille qui est forcée de se réinventer. Voilà, c'est ça la question centrale. Parce que, en fait, il ne s'agit pas juste d'une charge de travail qui double, loin de là. C'est l'architecture même de la famille qui est complètement redessinée. Et forcément, ça a des répercussions profondes sur l'équilibre de chacun. Alors voilà notre parcours pour y voir plus clair. On va commencer par identifier le cœur du problème. Ensuite, on analysera ses effets, d'abord sur le parent, puis sur l'enfant. Et enfin, et c'est le plus important, on explorera des solutions concrètes, des pistes qui redonnent de l'espoir. Allez, on y va. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre l'impact de l'isolement parental, il faut d'abord saisir un concept clé, un concept qui se retrouve complètement mis à mal dans cette situation, celui de la structure à 3 points. Ce concept, c'est la triangularité. C'est un peu ce qui donne toute sa stabilité au système familial. Pour se faire une image, c'est simple. Pensez à un trépied photo. Il est hyper solide, bien ancré. Maintenant, enlevez un pied. Eh bien, il vous reste un truc bancal, beaucoup moins stable. Ce troisième point, il est absolument essentiel pour réguler les tensions, les émotions, pour faire tampon. Et attention, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Des grands noms comme Winnicott, Bowlby ou encore Fonagy l'ont tous souligné chacun à leur manière. Ce fameux tiers est vital. C'est celui qui aide à porter la charge, celui qui offre un autre regard, une autre perspective, bref, celui qui stabilise l'ensemble du système. Maintenant qu'on a posé ça, voyons très concrètement comment la rupture de ce triangle affecte directement le parent. On va se concentrer sur la pression immense qui s'exerce non pas de l'extérieur, avec les contraintes matérielles, mais bien à l'intérieur, psychiquement. Le premier effet, c'est la surcharge émotionnelle. Sans un partenaire pour co-réguler, pour partager le poids, le parent seul se retrouve dans un état d'hyper-responsabilisation. Chaque émotion, chaque crise de l'enfant doit être gérée en solo. Et comme le disait Winnicott, sans ce soutien extérieur, il y a une menace constante d'effondrement intérieur. Et là, on touche à un point vraiment crucial. La perte actuelle du partenaire, que ce soit par séparation, deuil ou autre, peut venir réactiver de très vieilles blessures d'abandon ou de séparation. C'est ce que la théorie de l'attachement de Bowlby nous explique très bien. Cette situation fait remonter des angoisses parfois très anciennes, ce qui rend le présent encore plus lourd à porter. Le stress chronique a un autre effet, beaucoup plus pervers. Il court-circuite ce que les psychologues appellent la mentalisation. En clair, c'est la capacité à penser ses émotions et celles de son enfant. Sous pression constante, on n'a plus l'espace mental pour réfléchir. La pensée devient action. On ne réfléchit plus, on réagit, et souvent de manière impulsive. Et puis, il y a le conflit intérieur autour du partenaire qui n'est plus là. Le parent seul peut se retrouver piégé dans une sorte d'oscillation sans fin entre l'idéalisation, avant tout était parfait, et la dépréciation, tout est de sa faute. Évidemment, ce conflit intérieur qui n'est pas résolu va forcément teinter la manière dont l'histoire familiale est racontée à l'enfant. Ok, on a vu le côté parent, maintenant il est temps de changer de perspective et de se mettre à la place de l'enfant. Parce que bien sûr, le stress du parent, il n'existe pas dans une bulle. Il a un impact direct et majeur sur le monde intérieur de l'enfant qui est en pleine construction. Quand un parent est épuisé et donc émotionnellement moins disponible, l'enfant peut développer ce qu'on appelle des styles d'attachement insécures. Soit il va s'accrocher de manière anxieuse, soit au contraire, il va se couper de ses propres besoins pour ne pas déranger un parent qu'il sent à bout. Et dans les cas les plus difficiles, il peut développer un attachement désorganisé où il ne sait plus du tout comment réagir. On parle alors d'un phénomène bien connu, la parentification. L'image est assez parlante, c'est un peu comme si on demandait à un enfant d'être le capitaine du navire alors qu'il devrait en être un simple passager. L'enfant se met à prendre en charge le bien-être émotionnel de son parent, c'est un rôle qui n'est absolument pas le sien et qui pèse une tonne sur son développement. Et ça mène tout droit à ce que Winnicott a appelé le faux self. Pour protéger un parent qu'il sent fragile, l'enfant va développer une sorte de masque. Il devient l'enfant parfait, celui qui n'a jamais de problème, jamais de besoin. C'est une stratégie de survie, bien sûr, mais une stratégie qui étouffe sa spontanéité et sa véritable personnalité. D'accord, on a bien posé le diagnostic, on a vu les mécanismes en jeu. Passons maintenant à la partie la plus importante, les solutions. Comment est-ce qu'on peut activement reconstruire ces structures de soutien qui est si essentielle ? En fait, la voie de la réparation, on peut la voir comme un processus en 3 grandes étapes, 3 piliers assez clairs. D'abord, trouver un tiers. Ensuite, renforcer cette fameuse capacité à penser les émotions, la mentalisation. Et enfin, construire un récit familial qui fait sens. Alors, qui ça peut être ce fameux tiers ? C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas forcément un autre parent. Ça peut être un grand-parent investi, ça peut être l'école ou la crèche, un thérapeute bien sûr, ou même un ami vraiment fiable et présent.
Au fond, n'importe quelle présence extérieure qui est stable et bienveillante peut venir jouer ce rôle de troisième pied du trépied. On arrive à notre dernière section, celle qui se concentre vraiment sur le long terme. Parce que le but, ce n'est pas seulement de survivre à la situation, c'est de construire une véritable résilience pour pouvoir s'épanouir à nouveau. Pour construire cette résilience, le soutien doit agir sur plusieurs fronts en même temps. Il faut aider le parent dans son propre travail intérieur, sur ses propres blessures, il faut renforcer la relation entre le parent et l'enfant, et il faut répondre aux besoins spécifiques de l'enfant dans son développement. C'est un travail d'équipe. Cette citation, qui s'inspire beaucoup des travaux de Boris Cyrulnik, elle est extrêmement puissante. Elle nous dit que la manière dont on raconte l'histoire de la famille a un pouvoir de guérison immense. Un bon récit, une histoire bien racontée, peut agir comme un contenant, comme un cadre qui apporte la stabilité que le tiers absent ne peut plus fournir physiquement. Alors ça ressemble à quoi concrètement un récit de guérison? Eh bien, l'idée, ce n'est surtout pas de diaboliser ou d'idéaliser le parent absent. C'est plutôt de donner du sens de manière honnête, nuancée et surtout adaptée à l'âge de l'enfant. Il s'agit de transformer une histoire qui pourrait être chaotique en un récit cohérent de résilience, une histoire qui met l'accent sur la survie et la force de la famille qui reste. On va donc terminer là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Elle nous rappelle qu'on a tous un rôle à jouer, que l'on soit parent, proche ou simplement membre de la société. Un rôle pour aider à écrire des histoires familiales qui ne parlent pas seulement de rupture, mais surtout de force et de résilience.